Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour travailler l'énergie au cours du mouvement. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au mouvement d'une balle. Vous avez un lien qui vous permet de voir l'animation qui m'a permis de faire ce petit cours. Donc si j'étudie le mouvement de cette balle lâchée du haut de la colline, je pourrais dire que sur la descente, cette balle a un mouvement rectiligne accéléré. Rectiligne puisque la trajectoire, on peut y faire l'hypothèse que c'est une droite, et accéléré puisque la vitesse de la balle va augmenter au cours de la descente. Si je m'intéresse à la montée, on va dire que la balle a un mouvement rectiligne ralenti, rectiligne puisque la trajectoire est une droite, ralenti puisque la vitesse de la balle va diminuer sur la montée. Au cours de son déplacement, la balle va donc du coup avoir une altitude qui va être plus ou moins importante et du coup une vitesse qui est plus ou moins grande. L'altitude et la vitesse de la balle vont donc varier au cours du temps. Je vais commencer par m'intéresser à l'altitude de la balle. Quand la balle est tout en haut, c'est-à-dire ici, elle va posséder une énergie plus grande que là. Cette énergie liée à l'altitude, on appelle ça l'énergie de position ou l'énergie potentielle. Donc tout en haut, l'énergie potentielle de la balle est la plus grande et tout en bas, l'énergie potentielle est la plus petite. Intéressons-nous maintenant à la vitesse de la balle. Quand je la lâche d'ici, je la lâche sans vitesse. Son énergie cinétique est donc nulle. Où va-t-elle avoir l'énergie cinétique la plus grande? Eh bien, elle aura l'énergie cinétique la plus grande là où la vitesse de la balle est la plus grande. C'est-à-dire que tout en bas, l'énergie cinétique de la balle est maximale. On a donc deux énergies qui vont varier l'une et l'autre en permanence. Tout en haut, l'énergie potentielle de la balle est maximale alors que l'énergie cinétique est minimale. Et tout en bas, l'énergie cinétique est maximale alors que l'énergie potentielle est minimale. Eh bien, on va définir l'énergie mécanique comme étant la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle ou énergie de position. Du coup, l'énergie cinétique, on fait un bilan et c'est aussi ce que vous avez sur votre fiche de cours. Donc l'énergie d'un système possède du fait de son mouvement, du fait de sa vitesse, va s'appeler l'énergie cinétique. Elle est d'une part proportionnelle à la masse du système qu'on étudie et proportionnelle au carré de la vitesse. Si je regarde l'expression qui me permet de calculer l'énergie cinétique, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Du coup, si je double la masse d'un corps, son énergie cinétique va doubler, mais si je double la vitesse d'un corps, puisque la vitesse est au carré, doubler la vitesse va correspondre à multiplier par 4 l'énergie cinétique. Autre exemple, si je multiplie la masse par 3, l'énergie cinétique du coup sera multipliée par 3, alors que si je multiplie la vitesse par 3, 3 au carré, cela fait 9, l'énergie cinétique sera donc multipliée par 9. L'énergie de position ou l'énergie potentielle est donc liée à l'altitude de l'objet que j'étudie. Si j'étudie un système en chute libre, il va perdre de l'altitude, c'est-à-dire voir son énergie position diminuer, alors qu'il va gagner de la vitesse et donc voir son énergie cinétique augmenter. La formule qui permet de calculer l'énergie potentielle est la suivante. Elle est égale au produit de la masse du système en kilogrammes fois petit g, l'intensité de pesanteur qui vaut 9,81 newtons par kilogramme à Paris, que multiplie l'altitude du système en mètres. L'énergie mécanique est donc la somme de ces deux énergies et cinétique et potentielle, et on voit que s'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique du système se conserve. Dans l'exemple de la balle, tout en haut, ici, la balle est lâchée sans vitesse initiale, donc son énergie cinétique est nulle, donc l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. L'énergie potentielle ou l'énergie de position de la balle va diminuer. On voit que la partie rouge diminue,
alors que l'énergie liée à la vitesse, qu'on appelle l'énergie cinétique, va augmenter, ce qui est représenté en bleu sur le petit dessin. Du coup, tout en haut, l'énergie mécanique est uniquement égale à l'énergie potentielle. Pendant la chute, l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle. Et tout en bas, l'altitude étant nulle, la balle n'a pas d'énergie potentielle. L'énergie mécanique est donc égale à l'énergie cinétique. Nous allons donc corriger les exercices du cahier d'activité. Donc vous aviez tout d'abord les QCM. Donc première question en haut d'un plongeoir juste avant de sauter. Le nageur possède quel type d'énergie? Bien, juste avant de sauter, il possède uniquement de l'énergie potentielle. Si je m'intéressais au plongeur qui est en train de chuter vers l'eau, à ce moment-là, il possède et de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Question 2, donc si on double la masse d'une voiture qui roule, son énergie cinétique, puisque la formule c'est 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré, si la masse est doublée, l'énergie cinétique est donc doublée, soit multipliée par 2. Si je réduis de moitié la vitesse, c'est-à-dire que la vitesse que j'avais au départ, je la divise par 2, puisque la formule de l'énergie cinétique dépend de la vitesse au carré, 1,5 au carré ça fait 1/4, du coup l'énergie est divisée par 4. Quelles sont les grandeurs qui sont proportionnelles? Eh bien, l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse. Voilà pour ce QCM. Ensuite, vous aviez à tracer l'évolution de l'énergie cinétique d'un ballon lors de son lancer. Si on lance le ballon, on lui donne une certaine vitesse. Et que va faire le ballon? Il va monter à une certaine altitude, puis redescendre. Donc en rouge, on a bien la courbe de l'énergie potentielle. Et comme il y a absence de frottement et que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est une constante, vous trouvez du coup l'énergie cinétique en bleu. Et si je fais la somme de la courbe bleue plus de la courbe rouge, je trouve la courbe verte. L'exercice 11, donc on nous présentait deux graphiques qui représentaient l'évolution des différentes énergies, c'est-à-dire énergie cinétique, énergie de position et énergie mécanique. Donc c'est un skater sur une rampe. Donc on imagine la rampe, c'est-à-dire quelque chose qui descend. Donc au début, le skater a de l'énergie uniquement liée à son altitude. Il va descendre, il va voir son énergie de position diminuer et il va gagner de l'énergie cinétique car il va avoir de la vitesse, sa vitesse qui va augmenter. Du coup, les seules courbes qui sont correctes, c'est celle-là. L'énergie potentielle diminue puisque l'altitude du skater diminue. La vitesse du skater augmente, donc l'énergie cinétique augmente. Et comme il n'y a pas de frottement, EC plus EP, ça nous donne une constante. C'est la réponse à la question d'après. Ensuite, l'exercice 15 qui était un QCM. Donc, on me parlait de dalles équipées de capteurs qui transforment de l'énergie des pas des piétons en énergie électrique qui permettait d'alimenter une batterie. On me dit que ces capteurs détectent les vibrations dont l'amplitude est liée à l'énergie cinétique, c'est-à-dire la vitesse des patients. Il y a 50 dalles et 3600 personnes qui marchent dessus et elles produisent donc une énergie de 500 Wh. Ce qui permet du coup d'éclairer pendant 10 heures un réverbère à DEL. Alors une DEL c'est une diode électroluminescente de 50 watts. Alors, première question, les dalles équipées de capteurs permettent de convertir quel type d'énergie en quel type d'énergie? Ça convertit de l'énergie cinétique du mouvement en énergie électrique. Ensuite, pour augmenter la quantité d'énergie électrique, il faut donc augmenter l'énergie cinétique. Et comme l'énergie cinétique dépend de la masse et de la vitesse, il fallait cocher la A et la B. Quelle est la personne qui produit davantage d'énergie électrique? Eh bien, il fallait faire les calculs et la personne qui produit le plus d'énergie électrique est celle qui produit le plus d'énergie cinétique. Et en faisant 1,5 fois 60 fois alors 5 km par heure qu'il faudrait convertir en mètres par seconde, ça nous fait une énergie cinétique la plus importante. Donc la réponse était la A. Dernier exercice, l'extinction des dinosaures. Les hypothèses avancées par les scientifiques pour expliquer la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années est celle d'une météorite de 10 à 20 km de diamètre et de masse 3,2 fois 10 puissance 15 kg qui aurait percuté la Terre.
Cette collision, localisée aujourd'hui au Mexique, aurait dégagé une énergie de 10 puissance 24 joules, soit l'équivalent de 5 milliards de bombes d'Hiroshima. 70% des espèces animales et végétales auraient disparu au moment de l'impact. Du coup, détermine l'ordre de grandeur de l'énergie dégagée par la bombe d'Hiroshima. Donc, puisqu'on nous dit que la collision de la météorite a dégagé autant d'énergie que 5 milliards de bombes, eh bien, il fallait diviser cette énergie par 5. On a donc 0,2 fois 10 puissance 15 joules, ce qui nous fait 2 fois 10 puissance 14 joules. Et la question était donner l'ordre de grandeur. Donc, je vous rappelle que donner l'ordre de grandeur d'un nombre, c'est donner la puissance de 10 la plus proche du nombre. Donc quand j'écris 2 fois 10 puissance 14, le nombre qui est devant la puissance de 10 est plus petit que 5. Du coup, la puissance de 10 est la bonne. Donc 10 puissance 14 joules, c'est l'ordre de grandeur de l'énergie dégagée par la bombe d'Hiroshima. Ensuite, on me demande de calculer la valeur de la vitesse de la météorite au moment de l'impact. Donc là, il fallait partir de la formule EC égale 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Ce qui fait que la vitesse au carré, c'est égal à 2 fois l'énergie cinétique divisée par la masse, et ensuite on fait la racine carrée. Et on arrive donc à 25 000 mètres par seconde. On me demande de convertir cette vitesse en mètres par seconde en kilomètres par heure. Et donc pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, on multiplie par 3,6. Et on trouve 90 000 km par heure. Voilà.